Le monde entier est bousculé par rapport à cette pandémie qu'on appelle le coronavirus. Et la gestion de cette pandémie ici en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, c'est cette problématique-là que nous allons analyser aujourd'hui avec notre invité. Il a déjà été ici sur ce plateau, mais vous allez le retrouver encore une fois de plus, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission que vous aimez beaucoup. Mon idée, c'est l'émission qui permet à tout Congolais, à toute Congolaise d'analyser toutes les problématiques qui font la une de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Et l'actualité étant la gestion de la pandémie au coronavirus, nous sommes dans l'obligation, nous sommes obligés d'en parler ici à Delafra Télévision. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce soir. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec notre invité. Il s'appelle Maître Michel Okongo. Il est avocat international, acteur politique et président du parti politique Unité des Valeurs. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue une fois de plus. Merci, ça fait plaisir de vous retrouver, de retrouver toute l'équipe. La grande équipe est là, mais surtout les compatriotes congolais sont devant vous. Un message déjà? Oui, on se retrouve dans des conditions difficiles où le monde est en pleine ébullition, pour ne pas dire que le monde est en folie. Mais l'essentiel est que nous sommes là, on a les deux pieds sur terre. On essaie un peu de voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà, maître, Covid-19, c'est une pandémie qui a commencé dans la ville de Wuhan. Nous sommes là en Chine depuis la fin de l'année dernière. Maintenant, cette pandémie-là s'est propagée partout à travers le monde et jusqu'à arriver ici en République démocratique du Congo où le 10 mars dernier, le ministre Étienne Longondo, ministre de la Santé, a annoncé ou avait annoncé les premiers cas testés positifs ici en République démocratique du Congo. D'abord, lorsque vous entendez parler de coronavirus, Covid-19, ça vous dit quoi à vous d'abord? C'est une histoire d'escroquerie et de méchanceté. Voilà ce Comment que je ça, veux dire. maître? Mais attendez, j'en arrive, vous m'avez posé la question. Oui. Parce que nous, dans l'unité des valeurs, Oui. nous avons scindé cette question en deux. Voilà. Je vais vous dire tout de suite qu'on n'a pas voulu prendre cette question par des pincettes. Hein, il fallait aller droit au but. Donc, la première phase, je ne vais pas y revenir. La première phase, pour nous, c'était une phase de questionnement. Il fallait se poser des questions. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Nous avons pris le temps de nous documenter. Parce qu'en fait, lorsqu'on nous parle de coronavirus, c'est une vieille recette qui date de 2003. Vous voyez, le virus, coronavirus a été pour la première fois testé au Vietnam en 2003. Donc ils ont eu à faire des tests là-bas. Maintenant, la souche, il s'agit de la souche Covid-19, et celle qui fait des ravages ici. En fait, c'est une arme bactériologique. Il y a quelqu'un qui a inventé cette souche, il y a quelqu'un qui l'a utilisée, et puis nous ne voulons pas trop spéculer là-dedans. Nous avons compris les intentions qu'il y avait, parce que ce n'est pas une souche naturelle. La pandémie n'est pas une pandémie naturelle, donc c'est provoqué par l'usage ou l'utilisation d'une arme bactériologique. C'est fait pour tuer. Il y a quelqu'un qui a fait ça avec l'intention de tuer. Voilà la première phase. Il faut que la vérité soit dite. Ben, les faits, les drames étant là, les gens sont tentés de mourir. Alors on se dit, nous allons nous replier et puis suivre les recommandations. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Les recommandations, c'est quoi? C'est d'éviter les attroupements, c'est de vivre dans les confinements. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec tout ce qui s'applique. Il faut avoir les désinfectants à la portée de la main. Il faut se laver les mains plusieurs fois à longueur de la journée. Donc tout cela, on le fait. Maître, peu importe la source de provenance de cette pandémie, de ces virus, mais ce qui est vrai, la réalité en face, ou la vérité en face, c'est que les populations du monde meurent par rapport à cette pandémie, et même
ici en République démocratique du Congo. Il y en a. Aujourd'hui, on compte déjà 20 décès par rapport à cette pandémie, parce qu'il faut rappeler qu'il y a déjà 207 cas qui sont testés positifs ici en République démocratique du Congo et 20 personnes en ont déjà trouvé la mort. Donc cela veut dire que la pandémie est réelle. Mais maintenant, vous, en tant qu'acteur politique d'abord, lorsque vous avez appris pour la première fois qu'un Congolais ou quelqu'un était testé positif à cette pandémie, vous vous êtes dit quoi, vous, en tant qu'acteur politique? Mais ça fait mal, non seulement un Congolais, mais lorsque un être humain est terrassé par ce virus, ça fait mal. On voit les images, bien que curieusement les gens ne meurent que du coronavirus à travers le monde. Et personne ne meurt de fièvre, personne ne meurt de cancer, tout cela. Ben, le coronavirus tue. Maintenant, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous ne maîtrisons rien pratiquement. Nous devons prendre les précautions qui nous sont demandées. Lorsqu'on nous demande confinement, nous devons le faire. Et c'est pourquoi moi j'ai relayé également ces messages-là. Il faut se laver les mains, il faut éviter les attroupements, il faut vivre dans les confinements. Ce sont les précautions à prendre. Maintenant après, je crois que demain, quand je dis demain, c'est dans l'avenir, nos scientifiques rendront des comptes. Parce qu'entre-temps, il y a une... Pourquoi et comment? Non, mais il y a une mauvaise communication. On nous parle. Vous voyez, par exemple, on a priorisé le vaccin chez nous ici, en Afrique. Ça n'a pas encore commencé, maître, l'histoire. Non, on a annoncé. J'aurais souhaité qu'on annonce pour les Italiens, par exemple, pour les Espagnols. Parce qu'ils meurent tous les jours par milliers. Ce sont encore des débats, maître. Ce n'est pas encore jusque-là administré. Cela veut dire que jusque-là, aucun Africain, aucun pays d'Afrique, sinon, où on a déjà testé les vaccins en question. Vous êtes un grand journaliste. Oui. Vous avez en face de vous un politique. Oui. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas venir ici au plateau et vous dire n'importe quoi. Et moi, je ne peux pas non plus faire avaler mon peuple, le peuple congolais, n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une situation, on essaie d'analyser, d'évaluer et de comprendre. Mais là, il y a trop de zones d'ombre. Moi, je ne peux pas me focaliser sur ça parce qu'entre-temps, il y a le virus qui court la rue. Donc, il faut éduquer le peuple. La seule ou la meilleure façon d'éduquer le peuple, c'est de relayer les messages qui nous sont recommandés. Vous voyez, les recommandations des scientifiques. Parce que les politiques viennent après les scientifiques. Mais entre-temps, je vous dis tout simplement qu'il y a une zone d'ombre. C'est pourquoi je dis... Zone d'ombre, c'est là même, la zone d'ombre, c'est à quel niveau? Parce qu'il y a même une certaine opinion selon laquelle la communication qui fait peut-être le ministre de la Santé, la communication de certaines autorités de la République démocratique du Congo crée un peu de confusion parfois. Je garde un mauvais souvenir des vaccins précédents qu'on a donné aux gens. On a parlé de la poliomyélite et on a administré des vaccins même aux adultes. Or on sait que les adultes ne sont jamais concernés par la poliomyélite. Maintenant, nous devons nous poser des questions. C'était quoi au juste? Ça, c'est une paire de manches. L'autre paire de manches, lorsque je parle des scientifiques, nous avons Muyembe qui n'est pas n'importe qui. C'est un virologue, c'est un scientifique que le Congo a la chance d'avoir. Et nous l'avons vu dans sa première communication. Il a dit que bon, les amis l'ont appelé aux États-Unis pour dire que là-bas, ils ont commencé à administrer les vaccins et puis ça va passer ici parce que nous sommes candidats. Et puis tantôt, c'est parce qu'on nous a choisis. Bref, c'était sa première communication. Quelques jours après, 2 jours après, il est revenu sur ça. Mais je note une chose, parce qu'il y a le fond et la forme. Lorsqu'un spécialiste comme Muyembe, que je respecte beaucoup, fait passer une communication, masque bien fixé pour dire qu'il faut les vaccins, il faut ceci. 2 jours après, il revient pour vous dire que non, écoutez, ce n'est plus ça. Et cette fois-là, il vient sans masque. Alors j'ai dit, mais
question de fond, qu'est-ce qui a changé pour qu'il puisse enlever son masque. Donc, vous voyez, cette cacophonie dans la communication, d'abord sur les fonds, et puis sur la forme, les peuples congolais se posent des questions parce que nous sommes en train de vivre une situation difficile. Vivre le confinement à la congolaise, ce n'est pas facile. Surtout, nous sommes dans un pays où notre peuple, nous-mêmes aussi, nous tous, nous vivons au taux du jour. Je vais expliquer parce qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a d'autres qui ne connaissent pas ce que ça veut dire. Le taux du jour, c'est que nous n'avons pas un pouvoir d'achat. Pour manger, nous devons sortir, se débrouiller. On n'a pas un compte à banque. Et puis lorsqu'on se débrouille, on tombe sur quelque chose. Ce jour-là, on vient manger. Et demain, il faut refaire la même chose. Alors lorsque vous allez demander à ces familles-là, aux nombreuses familles, de vivre en confinement, donc nous avons un problème. Alors il faut bien communiquer pour que nous puissions savoir quelles sont les limites de ces confinements, de ces mesures de confinement. Il faut qu'on sache qu'on puisse avoir palier par palier l'ensemble de la situation. Voilà là où j'en suis. Maître, vous êtes un grand politique congolais et tout à l'heure vous venez de dire que vous êtes là seulement rien que pour dire la vérité à la population. Parlant de la gestion de cette pandémie, avant même que l'on entre dans le fond de notre sujet, est-ce que la République démocratique du Congo s'était préparée préalablement? Parce que l'annonce de cette pandémie, c'est pas en mars 2020. C'est-à-dire, il y avait des pays déjà qui étaient en débandade par rapport à cette pandémie. Est-ce que la RDC avait pris déjà des mesures préventives pour faire face à cette pandémie? Non, non, non. Là, vous avez abordé les sujets sous un autre angle parce que personne ne pouvait imaginer qu'à tel mois, à telle année, il y aura une pandémie. Mais on savait que la pandémie était progressive, c'est-à-dire qu'elle avait déjà touché plusieurs pays. Mais non, non, c'est quelque chose... Avant même qu'elle n'arrive en Afrique ici ou en RDC. Non, non, c'est quelque chose qui est arrivé comme un coup de vent. Vous voyez, c'est arrivé comme un coup de vent. Mais qui a touché société par société, c'est pas tombé dans toutes c'est allé trop vite. C'est allé trop vite. Là, je ne condamne pas les gouvernements, mais je note que malheureusement, avec notre système, il fallait qu'on vive ça pour que nous puissions comprendre que gouverner, c'est prévoir. Et c'est ce qui manque chez nous. Parce que c'est comme lorsque vous conduisez. Il faut avoir les réflexes. Il faut avoir ce qu'on appelle l'anticipation. Donc le gouvernement de la République devait anticiper des événements. D'ailleurs, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons sortir. Mais par manque d'anticipation, ouais, tout ce qui prend des dispositions solides, ce n'est pas parce qu'ils avaient prévu cela, mais ils le font par anticipation, parce qu'ils ont anticipé des situations. Donc nous sommes dans l'apprentissage. Depuis l'indépendance de notre pays, on est encore dans l'apprentissage. C'est ce qui pose problème. Ce que vous affirmez là, vous dites un État 60 ans après l'indépendance et l'État est toujours dans l'apprentissage. C'est ce que vous affirmez en tant que politique. Écoutez, nous ne sommes pas dans une autre planète, vous et moi, nous sommes au Congo, nous connaissons ce qui se passe chez nous, ici, l'inversion des valeurs. Lorsque vous inversez les valeurs, automatiquement, vous avez droit à un apprentissage. Lorsque vous voulez faire d'un chauffeur, un receveur de foule à foule, vous voulez faire de lui un chauffeur, et dès qu'il prend le volant, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'apprentissage. Et c'est ce qui caractérise l'action chez nous ici, dans beaucoup de domaines. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est pourquoi je vous dis, le drame, c'est celui-là. Si nous, les politiques, nous avons combattu des années avec un seul objectif, qu'on ait un système solide, un système, un État véritablement démocratique, c'est à cause de cela. Mais vous voyez aujourd'hui, les événements nous rattrapent. Et ça risque de faire... Si on est surpris par les événements. Oui, nous sommes surpris par les événements. Même les autorités en sont surpris. Exactement, même les autorités. Et ça risque de faire mal. Je vais vous donner un exemple que nous avons vécu. Lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, nous nous sommes dit, bon, travailler pour son pays, ce n'est pas seulement être ministre, être, je ne sais pas moi, député ou qui. Nous avons dit, travailler pour son pays, lorsqu'il y a ce que j'appelle les conditions, la sérénité, il faut travailler pour son pays, travailler dans les domaines de vos compétences.
ou dans d'autres domaines où vous maîtrisez. Nous avons fait quoi? Nous avons préparé un dossier. Dans les domaines agricoles, nous avons soumis au chef de l'État à travers son chef de la maison civile, Monseigneur Moulumba. Nous avons soumis ça au chef de l'État. Le dossier était simple. Nous avons dit, nous avons deux possibilités dans notre pays. C'est un pays à vocation agricole parce que nous avons plus de 156 millions d'hectares de terres arables. J'ai dit, nous pouvons acheter seulement, faire une campagne d'achat de produits, aller acheter un peu partout et venir revendre ici, ouvrir des grands centres de négoces sans pourtant former. On peut le faire aussi. Et ça, c'était facile. Et c'est aujourd'hui que j'apprends que le chef de l'État a réquisitionné les véhicules de l'armée pour aller faire ces achats. C'est déjà une bonne chose. Mais si on avait commencé il y a 8 mois, il y a une année, on en serait très loin. Et aujourd'hui, on allait gérer la crise. Vous voyez? Alors, maître, peut-on ici dire que la crise sanitaire que le monde vit aujourd'hui vient d'une manière ou d'une autre mettre aussi à nu la mauvaise gouvernance dans certains pays, par exemple en Afrique et particulièrement ici en République démocratique du Congo, par exemple? Oui, des fois quand vous voyez, chaque fois quand vous parlez de la crise sanitaire, je sursaute. Mais c'est une crise sanitaire, mais... C'est un fou qui a fait ça. Maintenant, et puis il a pulvérisé les virus, et puis ça crée ce que ça crée aujourd'hui. Bon, appelons cela crise sanitaire pour que les gens nous comprennent. Voilà. Mais ça crée une crise sanitaire parce que ça touche à la santé. Oui. Ça touche à la santé de l'homme. Et ça tue. Il n'y a pas des infrastructures sanitaires, par exemple. Il n'y a même pas des usines où on fabrique des masques. Ici, par exemple, quand vous prenez tous ces aspects-là, est-ce que, maître, vous n'êtes pas d'avis de cette opinion-là publique selon laquelle on ne s'était pas préparé, ça veut dire il n'y avait pas d'anticipation? Non, en quelque sorte, malheur est bon. Parce que vous et moi, lorsque nous avons des ennuis de santé, on se débrouille avec nos hôpitaux ici, avec nos centres médicaux ici. Mais les autres, ils vont ailleurs. Ils ont la facilité d'aller ailleurs pour se faire soigner, là où il y a des hôpitaux haute gamme. Mais en quelque sorte, malheur est bon. Avec le coronavirus, vous restez chez vous. Vous êtes ministre, vous restez chez vous. Que ce soit, même si vous avez beaucoup de moyens, même vous êtes atteint, c'est ici. Même si vous devez aller vous faire soigner pour une autre maladie. Mais on vous empêche de sortir. Ça fera réfléchir. Je suis là depuis 2011. Moi, j'ai un séjour en Europe, en Suisse. J'ai un séjour ouvert. Je n'ai pas la nationalité. Je peux aller à n'importe quel moment en Suisse. Mais depuis que je suis là, j'ai dit je ne peux pas aller me faire soigner là-bas. Je dois me faire soigner ici. Je dois m'habituer avec mon environnement, l'environnement qui m'est propre. Et en même temps, je dois faire pression aux décideurs politiques de notre pays de faire attention. Il faut qu'on ait des hôpitaux. Vous savez, à l'époque, on avait la Gécamine. Et la Gécamine, c'est toute l'Afrique qui allait se faire soigner là-bas, à l'hôpital de Gécamine. Nous avions Mama Yemo, que vous voyez là. C'était un vrai hôpital de référence, où les gens venaient se soigner un peu partout. Vous avez la clinique universitaire et le côté CNPP. Mais je vous dis, les gens venaient de partout pour se faire soigner. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Vous pensez que vous pouvez même avoir un Congolais et à côté un Angolais qui vient se faire soigner chez nous? C'est quoi les problèmes? Chez nous, les hôpitaux sont des... C'est quoi les problèmes? Oui, j'en arrive. Oui. Chez nous, les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Et ça, c'est une honte pour la République, c'est une honte pour le Congolais. Maintenant, si nous en sommes arrivés là, c'est parce que les Congolais excellent dans l'art de détruire. Nous avons détruit tout ce qu'on avait. Mobutu n'était pas qu'un voleur, il n'était pas qu'un sanguinaire, il a aussi construit. Même les Belges qui sont venus construire en premier chez nous, ils n'étaient pas que des profiteurs, ils ont construit. Mais nous n'avons pas pu préserver ce patrimoine. Mobutu a fait ce qu'il pouvait faire. Chacun qui passe essaie de faire quelque chose. Même Kabila qui est passé, il a essayé aussi de faire quelque chose. Donc chacun fait quelque chose à sa manière, tant bien que mal.
Mais le peuple congolais, quand je dis le peuple, surtout les décideurs politiques, est dans l'incapacité d'assurer. Quand vous parlez du régime passé là, vraiment dans l'opinion publique, c'est un régime qui a permis à ce que nous héritions cette position que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment l'opinion publique de la République démocratique du Congo. Non, c'est la vérité. On se dit des vérités. Oui. Vous savez, c'est ce qui est important dans un système démocratique. Il faut savoir dire la vérité. C'est ça. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, on n'a pas des infrastructures sanitaires de bonne qualité, maître, pour faire face, par exemple, à cette pandémie qui nous a secoué tous. Oui, mais nous avons une leçon à tirer. Nous avons une leçon à tirer. Aujourd'hui, nous avons compris que le monde étant devenu dangereux, nous, on a toujours dit que le Congo, c'est l'espace, c'est l'espace terrestre où les Congolais se sentiraient mieux. Cet espace, il faut le préserver, il faut le protéger. On a presque crié dans le désert. Mais aujourd'hui, nous avons compris que c'est le cas. Donc, c'est une leçon à retenir et ça va nous permettre d'envisager un nouveau départ. Alors, maître, parlons un peu de la gestion en question, la gestion de cette pandémie ici. Parce qu'ailleurs, on a essayé vraiment de confiner les gens, on a essayé de prendre des mesures préventives qui ont permis à ce que la propagation ne se fait pas ou ne se fasse pas d'une manière vertigineuse. Mais ici, en République démocratique du Congo, tantôt qu'on annonce un confinement, on rebondit, on change, tout ça. Est-ce que toutes ces histoires-là n'ont pas permis à ce qu'il y ait la propagation de cette pandémie? Non, mais il y a la face cachée dans tout ça. Oui, Dieu nous a dotés des capacités que les animaux n'en ont pas. Voyez, nous devons réfléchir en permanence. Je ne sais pas ce que les gens voulaient faire des Congolais. Et je suis en train de me dire, voyez, nous avons connu Ebola, on a connu Sida, et puis on a connu les guerres, on nous a tué plus de 12 millions. Nous sommes toujours debout. Moi, je suis chrétien. Oui, pratiquant. À un moment donné, si j'essaie de voir les choses ici dans un angle, sous un angle spirituel, je me dis, nous avons un Dieu puissant. Parce que comme le confinement... Dieu est congolais. Oui, absolument, congolais. Moi, je dirais que ce qui se passe ici, même notre façon d'appliquer les confinements, si c'était ailleurs, je crois qu'on allait enregistrer des milliers de morts par jour. D'ailleurs, comme vous avez touché ces points-là, maître, le premier cas a été annoncé le 10 mars. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 8 ou le 9 avril, déjà dans à peu près un mois. Et c'est maintenant qu'on vient confiner rien que la commune de la Gombe. Peut-on dire que depuis le 10 mars jusqu'au 6 avril que la commune de la Gombe était entrée en confinement. Donc, pendant tout ce temps-là, il n'y a pas eu de propagation. Il n'y a pas eu de gens d'autres communes qui se sont rendus dans la commune de la Gombe. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a un problème de communication. On ne nous dit pas pourquoi. Pourquoi seulement avoir accentué les mesures de confinement à Gombe? Personne ne nous dit exactement pourquoi. Donc on subit la volonté des uns des autres. Mais encore une fois, tout ce que je demande aux autorités politiques, c'est de ne pas politiser cette histoire-là. Déjà, il y a Dieu qui est de notre côté. C'est un vérité, c'est une souche qui ne supporte pas le soleil et la chaleur. Mais nous en avons eu, on a eu une grande chaleur, un grand soleil pendant des mois. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu est venu à notre rescousse. Regardez la façon, chez nous il n'y a pas de confinement. Il faut dire vrai. Il faut dire vrai. Faites un tour, prenez votre caméra, faites un tour vers les libertés, vers Pascal. Il n'y a pas de confinement. Mais il n'y a pas de pas de milliers de morts comme on devait s'y attendre. Mais là où il y a le confinement en Europe, et c'est là où les gens meurent par milliers. Vous voyez? Donc c'est extraordinaire ce qui se passe. C'est pourquoi je dirais même, il ne fallait pas qu'on empêche les gens de prier. Il fallait que les gens puissent prier. Parce que la force des Congolais, c'est la prière. Il fallait que les églises continuent à travailler. Il fallait que les églises continuent à travailler. Malgré les confinements. Moi, je pense que ça devait être comme ça. Là, vous parlez en tant que politique ou en tant qu'enfant de Dieu? Non, non, je parle en tant que disciple de Jésus-Christ. Moi, je suis disciple de Jésus-Christ. Oui. J'ai fait une révélation. Maître, là, il faut que les gens suivent cela très clairement. Selon Maître Michel Okomo, le Christ de Nazareth, il faudrait qu'on laisse les gens prier.
Je vous l'ai dit. Parce que nous voyons les confinements, ça ne donne rien. Mais on n'a pas des milliers de morts. Et puis chaque jour, les cas ne font qu'augmenter malgré que les églises malgré que les écoles sont fermées. Mais pas au même rythme où on devait s'y attendre normalement aux vies. Comme certaines personnes prédisaient déjà les pires en Afrique. Oui, mais je crois qu'un jour, on aura un vrai débat. Et ce ne serait pas moi qui l'aurais soulevé. Mais notez, je vous l'ai dit, monsieur les journalistes, un jour on aura un vrai débat pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, et puis pour quelles raisons on le saura. Maître, allons un peu, j'aimerais que nous puissions un peu vivre. Parlons maintenant des conditions de vie de la population congolaise en général et particulièrement quinoise pendant cette période de crise sanitaire. La chance que nous avons, c'est que vous êtes un grand politique, mais vous habitez dans un quartier périphérique, comme on pouvait le dire. D'ailleurs, vous l'avez annoncé vous-même que vous voulez habiter avec la population pour voir ce que la population souffre. Aujourd'hui, vous avez parlé du pouvoir d'achat de la population congolaise, mais sur les marchés, même les denrées alimentaires ont connu une flambée plutôt de prix. La condition de vie de la population pendant cette période, ça veut dire quoi? D'ailleurs, nous avons une économie sinistrée. La réserve d'échange pour nous, c'est aujourd'hui, et s'il faut faire face à des situations difficiles, on en aura juste pour une semaine. Alors, ceci étant, vous savez que ce n'est pas seulement l'économie, c'est le secteur économique qui est sinistré. Donc le pays est sinistré, on ne peut pas en vouloir à une seule personne, parce que nous avons les dirigeants numéro 1, c'est le chef de l'État, mais c'est une histoire... Je crois que c'est un enchaînement. Maître, la population souffre. C'est comme si vous êtes un peu réservé aujourd'hui. La population souffre, maître, en attendant. Mais qu'est-ce qui devait être fait pendant cette période? Non, tout le monde sait ce qui devait être fait. Vous voyez, je vous ai dit qu'il fallait promouvoir l'économie, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Il fallait commencer par là. Tout le monde sait ce qu'il fallait faire. Nous, on ne produit plus. Nous dépendons de l'extérieur. Mais aujourd'hui, l'extérieur a des problèmes. Donc toute la planète entière a des problèmes. Mais aujourd'hui, tout le monde s'occupe de sa population. Cela veut dire que les usines sont à l'arrêt, les industries à l'arrêt, mais les jours où ils vont reprendre, si ce sont des industries alimentaires, ils vont commencer d'abord par servir leur population respective. Et nous, on ne produit pas. C'est pourquoi moi, au niveau de l'unité de valeur, nous avons une idée. Nous avons disponibilité plusieurs dizaines. Vous avez une idée, vous venez de dire. Oui. L'idée, c'est laquelle? Nous avons disponibilisé plusieurs dizaines d'hectares que nous sommes en train de mettre en exploitation. Là, nous allons s'aimer beaucoup de choses, des produits saisonniers, des produits qui prennent 6 mois, 8 mois, 12 mois. Et ça, c'est un projet à long terme. Non, ce n'est pas à long terme, parce que bientôt, nous allons avoir... L'agriculture, il y a à court terme, à long terme et à moyen terme. Il y a des produits saisonniers. Au bout de 3 mois, vous avez ce produit-là. Vous avez par exemple les patates douces, vous avez la brède, après vous aurez les maniocs, tout ça. Vous voyez, les pics de la crise, de la famine, et ce n'est pas demain, c'est dans quelques mois. Et si vous commencez déjà à planter dès maintenant, c'est-à-dire vous pouvez faire face dans 3, 4, 5, 6 mois déjà. C'est ce que tout le monde devait faire. Quelqu'un me disait avant de venir dans cette émission ici que les Congolais risqueront même de mourir de faim plutôt que de coronavirus. Effectivement, il a raison, mais nous n'allons pas permettre que cela arrive. Donc, de vrais Congolais doivent s'élever. Moi, j'en fais partie. Nous avons commencé. Nous avons commencé. Maître, les Congolais vous suivent, les compatriotes vous suivent de partout à travers le monde. Si vous étiez aux affaires, parce que vous êtes président d'un parti politique. Mais je ne suis pas aux affaires. Et les partis politiques ont vocation à conquérir le pouvoir. Si vous étiez au pouvoir, vous, dans des périodes telles que celle-ci, qu'allez-vous faire concrètement? Ne faisons pas de la politique fiction. Je vais vous dire une chose. Oui. Unité de valeur, c'est un parti présidentiel. Oui. Vous connaissez l'histoire. Oui. Nous avons étudié, on a beaucoup de bouquets. Bouquet économique, bouquet politique, tout ça nous avons. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas aux affaires. Mais si on était aux affaires, nous, on allait privilégier, je le dis bien,
l'agriculture, la pêche, donc la production intérieure d'abord, sur tous les plans. Et commencer par l'agriculture, la pêche, l'élevage. Vous voyez, les pays européens, à commencer d'abord par les États-Unis, les Occidentaux. L'Amérique, c'était d'abord, avant tout, une puissance agricole, avant qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Donc vous pensez que l'agriculture, c'est la meilleure des Oui, solutions et puis, dans des moments de crise tels que celle-ci? non seulement dans des moments de crise, c'est vraiment une vocation. Il faut cultiver à tout moment, parce que nous avons des espaces. Et puis, nous avons aussi des produits. Nous pouvons aussi exploiter nos ressources halieutiques, donc les lacs, les fleuves, les cours d'eau, tout ce que nous avons. Et après aussi, nous avons nos forêts qui constituent une grande opportunité pour l'élevage. Tout cela, il faut le mettre en exploitation. Mais on n'y a pas pensé. Or, gouverner, c'est prévoir. Maître, hein, aujourd'hui, l'actualité l'oblige. Il y a le directeur des cabinets du chef de l'État qui est en détention provisoire depuis le 8 avril 2020. D'abord, cette arrestation provisoire, vous en tant que politique, quand vous avez appris cela, quel est le premier sentiment que vous avez eu? Bon, j'ai eu des types de sentiments. Oui. Et les tout premiers sentiments, j'ai pensé à l'homme, Kamere, qui est un collègue, c'est un politique comme moi, c'est un père de famille. C'est douloureux de vivre ce qu'il a vécu hier. J'ai vu sa femme le démesser la tête. Machinalement, je crois qu'elle ne réalisait pas ce qui arrivait. Je suis un père de famille. J'imagine les désarrois des enfants, vous voyez, et d'abord ça. Mais en tant que professionnel de la justice, mais les droits c'est fait pour tout le monde. Et surtout qu'on prend l'état de droit actuellement. Est-ce qu'avec cette situation-là, on peut dire que c'est vraiment l'état de droit qui est en marche maintenant? Non, attendez. On n'a pas été les prenants de la maison à la prison. Oui. Hein? C'est déjà ça. On l'a convoqué. Il est venu en toute liberté. C'est ça l'état de droit. Et puis, les juges d'instruction l'ont entendu. Les secrets d'instruction nous empêchent de savoir ce qui se sont dit. Et puis la suite, il a été conduit à la prison, donc au CPRK. Donc sous mandat d'arrêt provisoire. C'est une procédure normale qui peut être appliquée uniquement selon l'appréciation des juges en charge du dossier. Donc je ne saurais pas commenter là-dessus. Maître, l'opinion publique, la population congolaise, tout le monde voulait voir clair un peu dans la gestion des fonds alloués aux travaux de premiers 100 jours de chef. Ça c'est normal, oui. C'est tout le monde qui en voulait, en tout cas tout le monde voulait voir clair. Oui. Alors peut-on dire que maintenant avec cette procédure qui commence, cette procédure judiciaire qui commence avec Vital Kamerhe, ça veut dire que c'est là où nous allons voir clair non, par rapport à ça? Ça n'a pas commencé avec Vital Kamerhe. Ça a commencé d'abord avec les acteurs directs. Voilà. Hein, ce qui était dans la gestion quotidienne oui. des activités. Certainement, je dis avec beaucoup de réserve, certainement ils ont fait des révélations qui ont conduit la justice à s'intéresser à M. Vital Kamerhe. Encore une fois, nous sommes en plein procédure. Donc on ne peut pas commencer à spéculer. Moi je note tout simplement qu'on n'a pas pris Vital Kamerhe de la maison et de sa résidence à la prison. Disons que la justice fasse son travail. Laissons la justice. C'est vrai, il y a des émotions, il y a des déceptions, et puis aussi des cris de joie pour les uns et les autres. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais moi, je suis un professionnel de la justice. Je comprends que ce qui se passe aujourd'hui, jusque-là, la procédure en cours suit
son chemin. Maître, on nous fait vraiment signe que petit à petit nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, mais lorsqu'il y a des crises sanitaires, lorsqu'il y a des pandémies, lorsqu'il y a des virus, par exemple, tels que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, il y a les discours de la prévention, les discours de la thérapeutique ou les discours du traitement, mais aussi il faut envisager des solutions lointaines, c'est-à-dire la vaccination par exemple. Et on a tous entendu, on a tous écouté à travers les médias les débats qui se font par rapport aux essais cliniques, par rapport aux essais de la vaccination, probable ou une probabilité que certains pays africains soient des candidats pour ces essais-là. Vous, en tant qu'acteur politique, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous dites aux autorités et comment appréhendez-vous cette problématique-là? Vous voulez que je vous dise la vérité? C'est ce que vous voulez? Je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est je vais vous dire la vérité. C'est à la population congolaise, c'est aux hommes du monde. Je vais vous dire la vérité. Ceux qui ont fait ça, pour eux, il y avait un surpeuplement au niveau de la planète. Alors il fallait éliminer 20% de l'espèce humaine. Oui. Vous voyez? Oui. Mais si les mêmes personnes, parce qu'ils n'arrivent pas, ici nous avons dit, ils n'y arrivent pas, ils viennent vous dire qu'écoutez, nous allons vous apporter les vaccins. Et vous acceptez ça? Et donc, les peuples, non, attendez, les peuples congolais... Votre idée propre à vous mettre, ne dites pas ce que les autres disent. Moi, je ne donnerai pas ma main. Moi, je ne donnerai pas. Okay. Je vous le dis déjà. Mais les peuples congolais qui comprennent les choses, qui voient la situation, qui sait que sans la présence de Dieu, ils n'allaient pas être protégés, ils refusent ces vaccins. Maintenant, après, si les autorités veulent appliquer la manière forte, ça n'engage que les autorités. Mais pour l'instant, la personne qui a voulu vous faire du mal, et cette même personne vient sous une autre forme avec les vaccins, alors qu'on connaît l'histoire des vaccins en Afrique du Sud, et en Australie, un peu partout, et vous dites oui, ça j'ai dit non. Nous sommes là pour préserver, protéger les peuples congolais. Moi j'adhère à la position du peuple congolais. Merci maître. En tout cas, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.